Bonjour. Donc nous avons, lors de la dernière séance, essayé de définir c'est quoi un caractère, c'est quoi phénotype, c'est quoi un gène, c'est quoi allèle. Pour rappel, un caractère, c'est une propriété qui permet de distinguer un individu des autres individus. Les formes que peut prendre le caractère, c'est les phénotypes. Pourquoi il y a une diversité des phénotypes pour un même caractère? Le moteur, c'est la mutation. Car le gène qui détermine le caractère, il peut faire l'objet de mutation par délétion, substitution ou insertion. Et les versions que peut prendre un gène, ça s'appelle comment? Ça s'appelle allèle. Aujourd'hui, on va entamer la dernière partie de cette expression de l'information génétique. Et pour ce faire, on va commencer par mettre en évidence, deux types de relations. C'est la relation entre le caractère et la protéine, donc il y a un nouveau élément qui va entrer en jeu, et la relation entre gène et protéine. Ce que nous avons vu dans la séance précédente, c'est la relation entre le gène et le caractère. C'est le gène qui gouverne le caractère. Le caractère se présente sous forme de phénotype. Le gène se présente sous forme d'allèle. C'est bon? Là, il y a un élément qui va entrer entre les deux. C'est la protéine. Et on va essayer de mettre dans un premier temps la relation entre caractère et protéine. Pour cela, on va prendre l'exemple d'une maladie connue sous le nom de la drépanocytose, c'est-à-dire l'anémie falciforme. Cette anémie falciforme se manifeste par des globules rouges qui présentent une forme en croissant, sous forme de fossile, chez les personnes atteintes de cette maladie héréditaire. Les personnes normales, elles ont des globules rouges qui sont biconcaves et donc qui arrivent à circuler facilement à l'intérieur des vaisseaux sanguins, contrairement aux personnes atteintes de la drépanocytose, chez lesquelles ces globules rouges, ces hématies en forme de croissant, gênent une circulation normale du sang, d'où toutes les mauvaises, bien les symptômes qui accompagnent une telle anémie, telles que la douleur, la fatigue et des difficultés respiratoires. À l'intérieur d'un globule rouge, on trouve une protéine très importante. Vous la connaissez. C'est une protéine qui joue un rôle dans le transport de l'oxygène. Qu'appelle-t-on cette molécule? C'est l'hémoglobine. Cette molécule d'hémoglobine, cette protéine hémoglobine, c'est celle qui est présente ici. Elle est faite de 4 chaînes, 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. C'est une protéine. C'est des chaînes peptidiques. Donc, c'est cette protéine. Lorsque cette protéine est normale, le globule rouge a une forme normale et la personne est saine. Lorsque cette protéine change, le globule rouge, l'hématie, va changer de forme et la personne est malade. Alors, comment on a pu mettre en évidence cette relation entre le caractère et la protéine? On a comparé l'hémoglobine de la personne normale, notée ici HbA, avec la protéine de la personne atteinte, notée ici HbS. Alors, on s'est focalisé sur la partie qui nous regarde, de 1 à 7, les acides aminés qui constituent cette chaîne. Valine, valine, histidine, histidine, leucine, leucine, thréonine, thréonine, proline, proline. 6, au niveau de la position, glutamate, valine. 7, glutamate, glutamate. Alors, le seul changement entre HbA, la protéine HbA et la protéine HbS, c'est au niveau de 6e acide aminé. Chez la personne normale, le 6e acide aminé est l'acide glutamique. Chez la personne atteinte, c'est la valine. Voilà les noms des acides aminés qui constituent la chaîne. Tous les autres acides aminés sont identiques, donc le seul changement, c'est au niveau de cet endroit-là.
Et donc là, on vous montre le début de la chaîne bêta responsable de cette maladie. Donc c'est au niveau du 6e acide aminé. Un changement au niveau de l'acide aminé numéro 6 conduit à un changement au niveau de la protéine, un changement au niveau du globule rouge, et donc dans l'état de santé de la personne. Bref, un changement au niveau de la protéine par substitution de l'acide aminé GLU par l'acide aminé valine en position 6 fait que le globule rouge adopte une forme différente et la personne n'est plus saine, au contraire, elle devient drépanocytaire. Et donc, il y a une relation entre le caractère et la protéine. Le caractère, c'est la personne saine. La protéine, c'est HbA, avec glutamate en position 6. L'autre forme que peut prendre ce caractère, c'est une personne drépanocytaire. C'est une personne anémique, une anémie falciforme. La protéine devient HbS, car en position 6, on a substitué un acide aminé par un autre. Et donc, il y a une relation entre le caractère et la protéine. Donc, les changements de caractère que nous avons vus tout à l'heure, dans les séances précédentes, concernant les différents caractères de la drosophile, la couleur des pétales chez la belle de nuit, la résistance, la sensibilité à l'antibiotique, tout ça, c'est la protéine qui a changé pour qu'il y ait ce changement. La deuxième relation qu'on va entamer, c'est la relation gène-protéine. On a mis en évidence maintenant caractère-protéine. On va attaquer gène-protéine. Gène-protéine. On reste sur le même exemple, celui de l'anémie falciforme. Alors nous avons le chromosome 11. C'est sur ce chromosome qu'on a le locus de gènes qui gouverne la synthèse de la protéine, hémoglobine. Ce chromosome 11, chez une personne normale, aura comme allèle HbA. Si la personne est atteinte, elle aura un allèle HbS. Et donc, on va procéder à une comparaison de l'allèle, la version du gène chez la personne normale et la version chez la personne atteinte pour mettre en évidence la différence entre les deux allèles. Bien sûr, nous avons vu que le passage d'un allèle à un autre, c'est par mutation. L'allèle original sauvage, c'est l'allèle HbA, celui-là, c'est l'allèle muté. Si on compare, on suit les différentes bases azotées, on aura une différence au niveau du 17e. 15, 16, T, G. Là, 17e, nous avons A. Le 17e, nous avons T. Voilà, 15, c'est le repère. T, c'est T. 16, G, c'est G. Par contre, 17, la version originale, nous avons A. La version, celle-là, HbS mutée, nous avons T. Le reste est le même, GG, AG, GG, AG. Donc, il y a un seul changement entre les deux séquences nucléotidiques. C'est au niveau du nucléotide numéro 17. La base azotée n'est pas la même. Alors, cette modification au niveau du nucléotide a provoqué un changement au niveau de la séquence des acides aminés. Là, nous avons l'acide aminé glutamate, acide glutamique. Là, c'est la valine. Pour le reste des nucléotides, c'est la même chose. Les acides aminés n'ont pas changé. Donc, le changement au niveau de la séquence nucléotidique correspondante à l'acide aminé a conduit au changement de l'acide aminé. Autrement dit, un changement au niveau de l'ADN, A a été substitué par T, a conduit à un changement au niveau de la protéine, de l'acide glutamique par la valine. Donc, il y a une relation entre gène et protéine. Puisqu'un changement au niveau du gène conduit à un changement au niveau de la protéine. Alors, quelles sont les relations que nous avons essayé de mettre en évidence? On a essayé de mettre en évidence deux relations. D'abord, caractère protéine, ensuite, gène protéine. Donc, si on veut mettre de l'ordre entre ces éléments-là, le gène, il détermine le caractère. Ça a été vu lors des séances précédentes. Mais entre les deux, qu'est-ce qu'on va trouver? Via quoi un gène va déterminer un caractère? C'est grâce
à une protéine. Donc le gène gouverne la protéine et la protéine gouverne le caractère. Le gène se présente sous forme d'allèle, le caractère se présente sous forme de phénotype, et bien sûr, même la protéine, elle se présente sous des formes différentes, forme sauvage et forme mutée. Et donc, gène, protéine, caractère. Le gène se présente sous forme d'allèle. La protéine, elle aussi, a des versions. La protéine normale et la protéine anormale. Et le caractère se présente sous forme de formes différentes, c'est-à-dire des phénotypes sauvages et des phénotypes mutants. Très bien. Alors, on va attaquer comment un gène détermine un caractère. Donc, comment on passe d'un gène à une protéine. Le gène il gouverne le caractère, mais il le gouverne indirectement, via une protéine. Donc, c'est important de savoir comment on peut passer d'un gène à une protéine. C'est l'objet de cette séquence-là. Alors, le passage du gène à la protéine, ça s'appelle expression de l'information génétique. Cette expression de l'information génétique se fait en étapes et on va suivre, grâce à cette animation, simulation, comment se fait ce passage. Alors là, donc le temps de vous afficher la simulation, elle est là. Très bien. Alors, ce que nous avons ici, c'est une cellule animale. Là, c'est toute la cellule, avec son noyau. À l'intérieur du noyau, qu'est-ce qu'on trouve? Du matériel génétique. Sur ce matériel génétique, qu'est-ce qu'on trouve? Des gènes, avec des couleurs différentes. On a mis en évidence deux gènes. C'est un exemple, c'est juste un exemple, pour voir comment on va passer d'un segment d'ADN, c'est-à-dire le gène, ici représenté en bleu, un autre gène, là, en rose, on va voir des étapes de l'expression de l'information génétique. Alors là, le matériel génétique, il est coupé. Les coupées produites, il quitte le noyau pour partir vers le cytoplasme. Au niveau du cytoplasme, on va assister à la synthèse de la protéine. La protéine, c'est une séquence d'acides aminés. Et voilà, les protéines formées, deux couleurs différentes, parce que c'est deux gènes différents. Chaque gène a donné une protéine à part. Et donc, dans cette animation, tout ce que nous avons mis en évidence, que l'expression de l'information génétique, ça se passe en deux étapes. Il y a une étape qui se fait à l'intérieur du noyau. Je vais reprendre pour que vous puissiez suivre et retenir ça avant d'entamer les détails. Pardon? Voilà. Alors, dans un premier temps, on va assister à une sorte de coupure dans l'information génétique qu'on appelle transcription. C'est produire un autre type d'acide nucléique, à savoir l'ARN, à partir de l'ADN. Ça se passe au niveau du noyau, bien évidemment, car l'ADN siège au niveau du noyau. Cette ARN, elle quitte le noyau vers le cytoplasme, au niveau duquel elle va subir la traduction pour produire une protéine. Bref, donc on va voir les détails de ces deux étapes, mais retenez que l'expression comporte d'abord une transcription à l'intérieur du noyau, ensuite une traduction au niveau du cytoplasme. On va voir qu'est-ce qui se passe au juste au niveau du noyau. Là, ce que nous avons ici, c'est une molécule d'ADN. Au niveau de cette molécule d'ADN, nous avons un gène. Voilà le début, une couleur différente.
là le bleu c'est le gène, ça c'est la fin du gène, ça c'est le début du gène, et ici c'est la fin du gène. Promoteur, terminateur, et tout ça c'est notre ADN, notre gène en question. On va voir, cet ADN il siège au niveau du noyau, et donc on va assister à sa transcription. Il y a les enzymes qui arrivent au début du gène, il y a séparation des deux brins, et puis on est en train de produire une copie de cet ADN appelée ARN. C'est un autre type d'acide nucléique appelé ARN. Là on va voir le détail. Que fait cette enzyme? Devancer, c'est le même principe que la réplication, avec un petit changement, on va le voir. Devancer, on ramène un nucléotide avec G, T, A. La A, on a ramené un autre nucléotide, la base azotée U. Donc c'est une base qui a remplacé T au niveau de l'ARN. Au niveau de l'ADN, on avait T, au niveau de l'ARN, il y a U. Et donc la transcription, elle continue jusqu'à atteindre la fin du gène. Ce qui naît ici, c'est l'ARN messager. Là, c'est l'enzyme dite ARN polymérase. Ce n'est pas l'ADN polymérase, là c'est ARN polymérase, car on est en train de produire l'ARN. On arrive à la fin, et voilà la transcription après fin. On a produit un ARN messager qui représente une copie de l'ADN. C'est vrai, l'ADN, il compte deux brins, l'ARN, c'est un seul brin. Donc on a transcrit seulement un brin. Ça suffit, parce que les deux brins ici, ils sont complémentaires. Et donc par transcription, on va produire un ARN messager, orienté toujours 5', 3'. C'est le sens dans lequel fonctionne l'ARN polymérase pour polymériser les nucléotides et donner un ARN. Donc là, c'est la transcription, c'est produire un ARN messager à partir de l'ADN, et j'espère que vous avez bien fait attention au fait que, au lieu de T, il y a U. Donc le U, elle est là pour remplacer. C'est ce qu'on a mis ici en rouge. Regardez là, il n'y a pas une base azotée en rouge. Il y avait des nuances du vert, des nuances du jaune et orange. Par contre, la base azotée en rouge n'est présente qu'au niveau de l'ARN messager qu'on vient de produire, pour dire que c'est une base azotée spécifique à l'ARN. Elle n'est pas présente au niveau de l'ADN. Comment on a qualifié cet état? C'est la transcription. Ça se passe où? Ça se passe à l'intérieur du noyau. Grâce à quelle enzyme? L'enzyme ARN polymérase. Elle fonctionne dans quel sens cette enzyme? Elle fonctionne dans le sens 5', 3'. Quelle est la particularité de l'ARN ainsi produit? C'est un ARN monobrin, simple brin, ce n'est pas deux brins. Et il est orienté 5', 3'. Alors là, c'est un peu ce que nous avons vu lors de l'animation, sauf que cet arbre de sapin ici, ça montre qu'un segment d'ADN, il suffit plusieurs transcriptions à la fois pour produire la quantité d'ARN dont on a besoin. C'est pourquoi ça prend la forme d'un arbre de sapin. Là, c'est des ARN qui viennent de commencer leur production. Là, c'est un ARN sur le point de finir. La taille des ARN augmente. Donc là, c'est le sens de transcription. Là, c'est un ARN qui vient de naître. Là, c'est un ARN qui va prendre bientôt sa fin. Et là, donc, les deux brins d'ADN avec l'enzyme ARN polymérase qui est en train de produire un ARN messager en respectant la complémentarité des bases azotées et en veillant à ce que T soit remplacé par U. La base azotée uracile. Au lieu de thinine, il y a l'uracile. Alors là, c'est un exemple, c'est les bases azotées qui constituent l'ARN monomérique, monocaténaire, pardon.
il est monocaténaire. L'ADN, il est bicaténaire, c'est 2 brins. L'ARN, il est monocaténaire, c'est un seul brin. Nous avons ici tous les éléments constitutifs de cet ARN. C'est des nucléotides associés entre eux avec des bases azotées. Et au lieu de la base T, nous avons la base U. Alors la transcription, il a abouti à la formation de 3 types d'ARN. Le type qu'on vient de voir, c'est l'ARN messager. C'est lui qui porte le message, qui va déterminer, qui porte le message, et donc qui va déterminer la séquence des acides aminés qui constituent la protéine. Mais cet ARN messager ne peut pas fonctionner seul. Elle a besoin d'autres types d'ARN. Et là, c'est une électronographie qui montre un ARN messager représenté ici en noir, sur lequel sont greffés de nombreux ribosomes. Ces ribosomes constituent des ateliers de traduction. Au moment de la traduction, au moment de la conversion de l'ARN en protéines, on aura besoin d'ateliers. Quels sont ces ateliers? Ce sont les ribosomes qui viennent se greffer sur le même ARN messager pour produire la quantité voulue de protéines dans un minimum de temps. Et donc là, on appelle ça un polysome. C'est quoi un polysome? C'est un filament d'ARN. C'est un filament d'ARN sur lequel sont greffés de nombreux ribosomes. Le ribosome, elle est là. C'est le détail d'un ribosome. Elle est constituée de 2 sous-unités. Une petite sous-unité, elle est en bas, et une grande sous-unité, c'est celle d'en haut. Donc, ça, c'est 2 sous-unités. Et tout ça, c'est un ribosome. C'est le deuxième type d'ARN appelé ARN-R. C'est l'ARN-R. Et enfin, nous avons un troisième type, c'est l'ARN-T, qui présente cette forme de feuille de trèfle. C'est l'ARN-T. Elle est là pour servir comme transporteur des acides aminés qui vont constituer notre chaîne peptidique. Et donc, retenez combien de types d'ARN existent. Et il existe 3 ARN, 3 types d'ARN. Un ARN messager, un ARN ribosomal, un ARN-T. L'ARN messager, il porte le message. C'est quoi le message? C'est le nombre, l'ordre et la nature des acides aminés qui constituent la protéine. L'ARN-R, il entre dans la composition d'un ribosome. Un ribosome, c'est l'atelier dans lequel va se faire la traduction avec 2 sites. Un site dédié pour les acides aminés, c'est le site A, et un site dédié pour le peptide, c'est le site P. Et puis, nous avons l'ARN-T, qui est l'ARN chargé de transfert des acides aminés vers le site de synthèse. C'est pourquoi on l'a qualifié d'ARN de transfert en ARN-T. Très bien. Alors, je pense, elle reste la deuxième étape. Il reste la deuxième étape. Après la transcription, c'est la traduction. Mais avant de voir comment se fait la traduction, là, les expériences qui ont permis de déchiffrer l'ARN messager. Parce que l'ARN messager, c'est la succession des nucléotides. Cette succession des nucléotides détermine la succession des acides aminés. Donc là, nous avons l'expérience de Nuremberg qui a permis de découvrir le code génétique. Comment elle a procédé? C'est par la synthèse d'ARN messager artificiel. C'est un ARN messager poly-U. Il ne comporte qu'une seule base azotée, c'est poly-U. Alors, il a mis de la phénylalanine dans un tube en présence de cet ARN messager de synthèse poly-U. Là, il n'y avait rien. Et donc, on obtient un polypeptide polyphénylalanine. Phénylalanine associé à phénylalanine. Donc, c'est une séquence d'acides aminés. C'est le même acide aminé qui se répète parce que nous avons la même base azotée qui se répète. Et là, on a fait la même expérience avec le même ARN messager, mais on a changé l'acide aminé. On a mis de la valine. Donc, pas de polypeptide. C'est-à-dire, U, le triplet des U est le code pour l'acide aminé phénylalanine et non pas pour la valine. De cette façon, un code génétique a été établi en donnant signification à chaque triplet. Chaque triplet de nucléotide au niveau de l'ARN messager code un acide aminé bien déterminé. Alors là, le tableau du code génétique
Nous avons la première lettre, ça peut être U, C, A ou G. La deuxième lettre du triplet, U ou C, A ou G. Et la troisième lettre, U, C, A, G à chaque fois. Et donc là, nous avons un tableau qui comporte 64 triplés. Parce que nous avons 4 bases azotées différentes. A, C, G, U. Combien de triplés on peut faire de ces 4 bases azotées? Bien sûr, c'est 4 à la puissance 3. 4 à la puissance 3, ça fait 64 codons. 64 codons, 64 triplés. La signification de chaque triplet a été faite grâce aux expériences de Nuremberg et les résultats sont regroupés là. On peut dire que UUU, un triplet de U, code pour la phénylalanine. UUC également, elle code pour la phénylalanine. Ainsi de suite. La leucine, par exemple, elle possède 4 codons. Je vais attirer votre attention qu'il y a 3 codons UAA, UAC et UGA qui ne codent à aucun acide aminé. C'est pourquoi elles sont notées ici des codons stop. Alors là, on est dans le déchiffrage du code génétique pour passer de l'ARN messager au polypeptide. Pour passer de l'ARN messager au polypeptide, donc il faut un déchiffrage. Le déchiffrage, il se fait par des triplés. Chaque triplet, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un codon. Et la signification de chaque codon est donnée par le tableau de code génétique. Tu auras ton triplet et tu vas lire lequel des acides aminés correspond à ce triplet. Donc, on va arrêter cette séquence à ce niveau pour laisser une toute dernière partie qui est la traduction. Maintenant que vous savez ce que c'est la transcription, c'est la production des différents types d'ARN, ARN messager, ARN1, ARNT. Maintenant, vous connaissez quoi le code génétique, c'est-à-dire chaque triplet code pour quel acide aminé. On va regrouper l'ensemble de ces éléments et voir comment se fait la coopération entre ces 3 types d'ARN pour donner naissance à une séquence d'acides aminés, c'est-à-dire un peptide. C'est la toute dernière partie qui reste. On va la voir dans la séquence prochaine.